Bienvenue dans le débat sur France 24. La campagne américaine à l'heure des colis piégés. À 12 jours des élections à mi-mandat, 10 colis transportant des engins explosifs ont été interceptés. Les 9 cibles sont toutes des adversaires de Donald Trump. Barack Obama, Hillary Clinton, Mario Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, John Brennan, l'ancien patron de la CIA, le milliardaire George Soros ou encore Joe Biden, l'ancien vice-président démocrate. Autre cible, vous le savez, CNN qui a dû être évacué et l'acteur Robert De Niro à New York. Il s'agit bien d'actes à caractère terroriste et on pourrait en découvrir d'autres. Donald Trump a appelé à l'unité, un discours qui tranche avec sa rhétorique habituelle avant de critiquer une nouvelle fois les médias. Le FBI enquête. Alors qui pourrait être l'auteur ou les auteurs de tels actes? Ces colis sont-ils révélateurs des divisions qui rongent l'Amérique? À 12 jours des midterms, la campagne est-elle en train de changer? On en débat tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir François Durper. Bonsoir. Vous êtes historien à l'Université de Cergy-Pontoise et spécialiste des États-Unis. Jean-Éric Brana, bonsoir. Bonsoir. Maître de conférence à l'Université de Paris 2, Assas et auteur de Trumpland, portrait d'une Amérique divisée. C'est chez Priva, également auteur de 1968, Quand l'Amérique gronde, également aux éditions Priva. J'ai le plaisir également d'avoir avec nous John Rick MacArthur. Bonsoir. Vous êtes directeur de Harper's Magazine et vous êtes avec nous en duplex de New York. Doit nous rejoindre également Sonia Dridi, correspondante de France 24 à Washington. Avant de commencer ce débat, regardons d'abord ensemble cette photo. C'est l'image de l'explosif qui a été utilisé dans ces différents courriers. On l'a retrouvé à peu près, cet explosif, dans tous les colis. C'est un système qui finalement est de faible intensité, qui est enveloppé dans du papier à bulles, sans autres indications. Vous voyez maintenant les images de New York qui ont été tournées à New York. Ce sont les images de l'équipe de déminage à Manhattan, une équipe qui a retiré l'explosif tôt ce matin de la société de production de Robert De Niro, explosif donc qui visait l'acteur. John Rick MacArthur, je voudrais commencer par vous parce que justement, vous êtes à Manhattan. 8 colis sur 10 ont été envoyés à New York. Quelle est d'abord l'ambiance sur place ? Ah, on a un petit problème de son, j'ai l'impression. John Rick MacArthur. Vous m'entendez pas ? Ah non, voilà, Allô ? je vous entends. Je vous repose la question. Quelle est l'ambiance à New York où 8 de ces colis ont été interceptés ? L'ambiance est tendue, mais c'est pas nouveau. C'est tendu depuis très longtemps. Rappelez-vous que Donald Trump, c'est un fils de New York. Alors, on le connaît très, très bien. Et on comprend qu'il est en train d'essayer de semer un genre de rancune pour renforcer les possibilités d'une majorité républicaine dans la Chambre des représentants. Alors, il rajoute à sa rhétorique ordinaire pour attiser la rancune des petits gens qui le suivent. Mais en tout cas, de voir des bombes, même des bombes artisanales, envoyées chez des gens connus, ça fait peur. Ça fait peur parce que n'importe qui pourrait envoyer une bombe à n'importe quelle adresse et ça pourrait exploser. Donc, bien sûr, c'est tendu. C'est tendu. Justement, ces enveloppes ont tout un point commun. C'est une sorte d'explosif un peu d'amateur. Donc, vous avez des détails, vous, un petit peu sur l'enquête, justement. Est-ce qu'il y a une sorte de chasse à l'homme? Est-ce que c'est plutôt un auteur, des auteurs? Ça a l'air d'être coordonné, mais on peut rien savoir sans qu'on trouve des empreintes digitales. C'est pas il n'y a pas d'organisation fasciste aux États-Unis cohérente où on pourrait chercher les responsables d'un tel attentat. Ça n'existe pas chez nous. C'est toujours désorganisé. Nous n'avons jamais eu un parti fasciste organisé qui pourrait essayer de semer la panique ou de faire quelque chose de vraiment systématiquement effrayante. Et par contre, il faut comprendre que ça pourrait rebondir en faveur des démocrates parce que ça aura tendance à renflouer ceux qui disent maintenant que si Trump gagne, ça veut dire si les républicains retiennent leur majorité dans la Chambre des représentants, c'est le début d'un déclin vers la Pologne, vers l'Hongrie, etc.
Et c'est souvent constaté par des commentateurs libéraux. François Durper, toutes les cibles, donc il faut le noter, sont des opposants à Donald Trump. Je voulais citer votre livre, puisque je ne l'ai pas dit. Nos ancêtres, ce ne sont pas des Gaulois. Ça, c'est le livre que vous avez écrit. Donc toutes ces cibles sont des opposants à Donald Trump, Barack Obama, Hillary Clinton, Mario Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, John Brennan, l'ancien patron de la CIA, le milliardaire George Soros, lui, ça fait 2 jours, il me semble qu'il a reçu un colis. Encore Joe Biden, c'est l'un des derniers à en avoir reçu, l'ancien vice-président démocrate. L'autre cible, c'est également CNN. Donc finalement, ce sont les vrais indices, ça, le fait que les cibles, ce soient justement des opposants à Trump ou pas. Ou pas, parce que vous savez qu'en train de naître, notamment sur les réseaux sociaux, la théorie du false flag, du faux drapeau, la ruse. Vous savez, dans la Convention de La Haye, il y a interdiction de porter l'uniforme de l'adversaire pour commettre un crime. Alors là, il y a des théories du complot. On a entendu notamment John Cardillo, Bill Mitchell dans les dernières heures, qui sont des gens très connus, des personnalités des médias de la droite, qui pro-Trump, qui disent « mais et si c'était un peu trop gros pour être vrai ?» C'est-à-dire, est-ce que ça pourrait pas être un démocrate qui envoie à des personnalités démocrates pour que cette histoire retombe sur le président Donald Trump. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on n'en sait rien. Non, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les réactions, on a une division entre ceux qui disent bon, voilà, la faute est à Donald Trump, puis les autres qui disent les démocrates commencent à essayer d'instrumentaliser. D'ailleurs, il y a quelque chose de simple, c'est que les médias américains le disent et dans les commentaires, ils font le parallèle entre ce qui vient de se passer et moins de 15 jours avant les élections mid-term. Et donc, ils essayent immédiatement de voir le lien entre l'un et l'autre en se disant et comment ça va pouvoir jouer. Les républicains ne vont pas devenir démocrates et les démocrates ne vont pas devenir républicains, mais comment ça peut jouer sur les indépendants, par exemple. Alors, est-ce que les indépendants vont attribuer à Donald Trump les cibles de la violence verbale de Trump sont les cibles de la violence physique de ceux qui déposent les paquets piégés? Ou alors est-ce qu'ils vont se dire, regardez les démocrates, connards, chiens, cochons, bâtards. Je ne suis pas en train d'être pris du syndrome Gilles de la Tourette. Je suis en train de répéter les mots de Robert De Niro, qui est l'une des cibles, contre le candidat Donald Trump il y a quelques semaines. La violence n'est pas que dans un sens vers l'autre. Et donc, de part et d'autre. Et puis, il y a une autre chose, c'est la mobilisation. Est-ce que ça ne va pas dégoûter certains Américains en se disant toute cette politique, eh bien, on ne croit pas que ça puisse être utile. Déjà, les élections mi-term qui sont quand même pas les élections les plus vendeuses du pays. Voilà, et puis on va y revenir d'ailleurs sur l'impact sur ces élections. Jean-Éric Brana, avant, juste un mot encore sur la façon, sur la manière dont effectivement ces colis ont été expédiés. Manifestement, on est plus dans une stratégie d'intimidation puisque, si j'ai bien compris, les explosifs sont de faible intensité. C'est ça, je crois qu'il s'agit de rajouter de la confusion dans un état général qui est déjà très malade. Donc la paranoïa fait que, effectivement, la peur s'installe vite. Et vous l'avez souligné, Stéphanie, New York est particulièrement visé et New York est particulièrement sensible depuis le 11 septembre, particulièrement sensible depuis qu'il y avait des attaques à l'anthrax après le 11 septembre. Et puis, c'est vrai que dans cette ville dans laquelle est né et a vécu Donald Trump, on est aussi très réceptif à tout cet environnement et tout ce qui peut se passer. Alors aujourd'hui, honnêtement, on va avoir une pensée non pas pour les destinataires de ces colis qui sont tous hyper protégés, d'ailleurs on l'a vu, c'est à chaque fois pas se passer au screening et ça n'arrive pas jusqu'à eux, mais on va penser à tous les intermédiaires, le postier, ceux qui manipulent, etc. Parce qu'on a déjà des précédents en réalité. Ils ne doivent pas être très rassurés. Non, on a déjà des précédents, notamment j'en parlais à l'anthrax, à la ricine. Il y a eu un nid de bombes. Des bombes, c'est ça, avec Kaczynski. À chaque fois, les morts et les blessés sont ces petites gens, ceux qui n'ont rien demandé à personne, qui transportaient les colis et que ça finisse par leur exploser dans les mains. Et les pipe bombs, c'est pas de la gnognotte non plus. Non. C'est artisanal, certes, mais vous savez, c'était utilisé en Irlande du Nord. C'est le meilleur rapport entre la facilité de la fabrication, vous trouvez ça sur Internet, on ne devrait pas en faire la publicité, mais c'est la vérité. Alors, aux États-Unis, c'est très facile d'avoir la recette, et la capacité
de destruction, avec ce tube en métal qui peut éclater et puis vous éclabousser le visage et même vous tuer. Hein. Et manifestement, il risque... Et je vous fais rappeler... Allez-y. Oh, je voulais vous faire rappeler que l'histoire de l'Unabomber, il a quand même fait sauter ou détruire la main d'un grand scientifique américain. Donc, c'est pas de la blague. C'était 3 morts à l'époque. Et d'ailleurs, le blessés, FBI a mis 20 ans, me semble-t-il, à le retrouver, cet homme qui était à l'origine de tous ces colis. Alors, on est peut-être dans un scénario équivalent. Est-ce que ça serait quelqu'un d'extrême droite ou pas? Est-ce que ça serait pour l'instant... On ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Donald Trump a réagi. Il a d'abord réagi hier soir dans un discours qui prônait l'unité. Et puis, bien sûr, ce matin, il est revenu à un discours qu'on lui connaît beaucoup plus, qui est celui de critiquer les médias. On écoute tout de suite Donald Trump. Tous nos services sont à pied d'œuvre pour résoudre cette enquête, retrouver les responsables et les poursuivre en justice. Nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir. Je veux vous dire qu'en ces temps durs, il faut être unis et parler d'une seule et même voix. Les menaces et les actes de violence politique n'ont pas leur place aux États-Unis. Les médias ont également la responsabilité de donner un ton civil et de cesser les hostilités sans fin, de cesser les attaques et les fausses histoires. Ils doivent le faire. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut rassembler les gens. Nous sommes à 13 jours d'une élection très très importante. John Rick MacArthur, il y a eu vraiment un changement de ton chez Donald Trump. Il a d'abord condamné, et puis ce matin, il a repris ce discours de campagne très anti-média. Pourquoi ? Excusez-moi, il n'y a pas de changement dans sa conduite. C'est toujours pareil. C'est un type qui, vraiment, c'est plus la peine d'analyser quoi que ce soit comme motivation chez Donald Trump, parce que c'est un type complètement irréfléchi. Des fois, il écoute ses conseillers, il regarde le texte, il le lit à voix haute et après, il reprend sa conduite, son comportement ordinaire. Alors, il n'y a pas de changement. Le seul changement, c'est que la fissure en Amérique, le problème avec toute cette histoire de bombe, c'est que ça a tendance à cacher la vraie fissure aux États-Unis. Et ce n'est pas une fissure entre gauche et droite traditionnelle. George Soros, de dire que Soros est un libéral de gauche, c'est une grosse exagération. Celui qui a envoyé ces bombes a ciblé des gens plutôt du centre-droite. Il y a une gauche qui est en développement aux États-Unis qui pourrait vraiment menacer le pouvoir de Donald Trump. Mais ce n'est pas vraiment Clinton et Obama qui le menacent. C'est plutôt l'aile Bernie Sanders, Elizabeth Warren, qui voudraient en fait appuyer ou promulguer plus de régulation sur Wall Street. Est-ce qu'il y a quelque chose que la droite aimerait, l'extrême droite soutient de temps en temps? Ça dépend du jour. Mais il n'y a pas de changement de ton chez Trump. Impossible de le changer en ce moment. François Durper, vous êtes d'accord avec John Rick MacArthur? Il n'y a pas eu de changement de ton. C'est vrai qu'on a été surpris tout de même par son discours un peu plus rassembleur, juste après justement juste après avoir découvert ces... Ce qui est intéressant, c'est quand même son positionnement oscille et il y a peut-être une hésitation entre être... Évidemment, il ne va pas se sentir coupable, ni faire un mea culpa, ni se sentir responsable de cela. Et l'idée d'être la victime. Vous savez, depuis les années 90, il y a l'idée de politics of personal destruction, ce que disait Bill Clinton, les politiques de destruction de la personne. Alors, il parlait évidemment de sa personne et de l'affaire Monica Lewinsky et des attaques des républicains. Mais les républicains aussi peuvent utiliser cette idée
puisque vous vous rappelez Robert Bork, le juge à la Cour suprême, qui n'a pas été finalement investi par le Sénat démocrate, c'était en 1987, alors qu'il avait été nommé par Ronald Reagan, jusqu'à Kavanaugh, il y a très très peu de temps, fortement attaqué. Donc républicains comme démocrates peuvent se dire, cette violence-là, elle est contre nous. Il y a beaucoup de difficultés à émettre l'idée qu'elle puisse émaner de son propre camp. En revanche, il y a l'idée que nous puissions être les victimes de cette violence politique verbale à la personne. Puis il y a un autre débat de la société américaine, c'est quel est le lien entre la rhétorique de la violence et la violence physique politique, à peu près le même que celui quand on pose la question du premier amendement entre les propos racistes et l'acte raciste, qui a un lien entre la rhétorique et l'action violente physique. Jean-Éric Brana, vous avez été surpris, vous, par le discours de Donald Trump hier et cette espèce de volte-face, justement, entre aujourd'hui et hier, si on reprend justement ce qu'a dit Donald Trump? Non, pas surpris, puisque c'était la seule échappatoire qu'il avait en réalité. Il a un bouton extraordinaire et il a appuyé dessus, il est devenu le président. Donc en prenant de la hauteur, en se mettant au-dessus et en rappelant à tout le monde qu'il faut être civil, donc il siffle la fin de la récré. Il s'est senti obligé de le faire. Mais je ne sais pas s'il s'est senti obligé, en tout cas c'était son rôle. Le rôle du président à un moment, dans un monde de crise, la preuve c'est couvert par tout le monde, son rôle en tant que président c'est de dire bon très bien, on s'arrête. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on va quand même observer 2-3 petites choses. D'abord, aucune compassion pour les victimes. Elles ne sont pas nommées, on ne revient pas dessus. Il y aurait pu avoir un mot, on aurait pu penser aux facteurs aussi. Enfin, il aurait pu jouer un rôle là-dessus, justement la compassion. Pas du tout. C'est vrai qu'il y a l'attaque, l'allusion, on le dira comme on veut, aux médias. Et bien sûr, les médias sautent dessus immédiatement en disant « Ouh, on est attaqué ». En réalité, François le disait tout à l'heure, la violence, elle est quand même des deux côtés depuis maintenant 2 ans. Cette société est pas simplement fissurée, comme le disait John Rick MacArthur, elle est fracturée. On a un ravin entre la gauche et la droite, à tel point qu'aujourd'hui, les Américains veulent se faire entendre comme indépendants et non pas comme démocrates ou républicains. Ils ne veulent plus rien avoir à faire avec ces deux partis qu'ils mettent dans le même sac. Donald Trump s'est fait élire, rappelons-nous quand même, sur une autre image. Il n'appartient pas à cette classe, il est quelqu'un d'autre, il est au-dessus. Maintenant, si on parle de responsabilité, juste un petit mot, pardon, je ne veux pas mobiliser, mais j'ai entendu des choses qui m'ont un petit peu étonné. Oui, il a une responsabilité. C'est ce que j'écris moi dans Trumpland. Il maintient une pression optimum sur cette division parce qu'elle le sert. Pourquoi est-ce qu'elle le sert? Parce que tant que ses supporters sont dans l'attaque vis-à-vis de l'autre camp, ils ne sont ni impatients ni déçus. Ce qui frappe dans la cote de popularité de Donald Trump, c'est qu'elle ne bouge pas. Mais en même temps, pardon, et j'en terminerai là pour l'instant, on va y revenir. La gauche, les démocrates, ce ne sont pas exemples de responsabilité. Toute la on va revenir sur cette division de la société américaine, ces divisions politiques. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Bienvenue dans la deuxième partie du débat largement consacré aux colis transportant des bombes reçues par plusieurs personnalités anti-Trump. 12 jours, on est à 12 jours des midterms, des élections à mi-mandat. Alors ces colis sont-ils révélateurs des divisions qui rongent l'Amérique? La campagne est-elle en train de changer? Je vous propose tout d'abord de regarder ces images. C'était lundi lors d'un rallye à Houston, au Texas. Et ce sont des partisans de Donald Trump. Et écoutez ce qu'ils disent. John Rick MacArthur, vous ne les avez peut-être pas entendus, mais évidemment, ils crient CNN pue, CNN sucks. Est-ce que ces colis, finalement, sont véritablement les révélateurs de ce climat, de cette campagne, qui est finalement un climat assez proche de celui de la présidentielle de 2016 ? Absolument. Les médias font partie de l'ordre établi, ciblés, visés par les soi-disant nationalistes qui suivent l'étendard de Trump. C'est très facile de critiquer les médias et en certaines mesures, c'est justifiable parce que quand Trump parle du fake news, ça remonte un peu, souvent ça remonte aux arnaques
de 2003 au sujet de la bombe atomique de Saddam qui n'existait pas. Alors, les gens se rappellent un peu de ça inconsciemment. Donc, il y a de la vraie rancune anti-ordre établi entre médias qui remonte à cette époque. Alors, on peut... Mais évidemment, c'est exagéré maintenant. Et Trump, en même temps qu'il critique les médias, il en profite, comme tout le monde le sait. Chaque fois qu'il se présente sur un écran de télévision, l'audience augmente. Il y a plus de téléspectateurs. Donc c'est populaire de critiquer les médias. Oui, mais aussi il y a les barons des médias qui apprécient beaucoup le fait que Trump est très rentable pour les médias. Donc il y a une contradiction vraiment difficile et finalement dégoûtante là. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est au lieu de cibler toujours Trump et ce que Trump dit du jour au lendemain, il vaudrait mieux écouter les paroles des républicains de souche. Je parle des barons du Parti républicain. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a toujours pas eu de rébellion dans le Parti républicain. J'attends depuis très longtemps. Et pourquoi, à votre avis? On l'a bien vu dans l'affaire Kavanaugh. Ils étaient tout de même ensemble. Non, ils étaient solidaires derrière Trump et Kavanaugh. Et ça reste le cas aujourd'hui que Orrin Hatch, par exemple, un chevronné du Sénat qui est là depuis je ne sais pas combien d'années, qui a carrément défendu la conduite de Trump, alors qu'on lui pose la question, sénateur, est-ce que vous pensez que les constats, les déclarations violentes de Donald Trump attisent la rancune et auraient pu encourager quelqu'un à envoyer des bombes à George Soros? Il a dit, ben non, probablement pas. Je vois pas. Ils sont complètement neutres. Oui, c'est ça. Ils sont complètement neutres. Ils n'attisent pas le feu, en tout cas. Peut-être que parce que, justement, Donald Trump a toujours un bastion qui va voter pour lui. C'est probablement la raison. Sonia Dridi, vous nous avez rejoint. Vous êtes à Washington. C'est vous qui avez tourné ces images qu'on a vues en tout début de cette deuxième partie. On voit cette atmosphère de campagne très violente, anti-CNN. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous étiez sur place? Il y a justement une espèce on critique les médias, on trouve des boucs émissaires dans cette campagne. Oui, et ça fait partie du fonds de commerce de Donald Trump qui, pratiquement à chaque meeting, à part hier soir où justement il s'est retenu, il critique les médias. Donc cette vidéo a été tournée lundi soir. J'étais lors d'un meeting électoral de Donald Trump à Houston, au Texas. Et c'est Donald Trump, encore une fois, qui alimente un peu cette ambiance, puisque d'un coup, il a commencé à pointer du doigt la tribune où se trouvaient les médias en parlant encore de CNN. Et d'un coup, la foule s'est mise presque sans hésiter, finalement, on s'est mise à scander CNN sucks, donc CNN pue, CNN c'est nul. Et c'est vrai que c'est quand même impressionnant de voir ça, de voir finalement la haine qu'ont beaucoup de ces gens pour les médias dits traditionnels comme CNN. Et alors, certains le faisaient avec le sourire, beaucoup nous regardaient en nous pointant du doigt, mais c'est quand même une atmosphère assez délétère. Et il est clair que le président américain encourage ce genre de comportement. Alors justement, il s'est retenu hier soir après cet épisode, des colis suspects qui ont été envoyés à plusieurs domiciles de personnalités démocrates. D'ailleurs, hier soir, lors de son meeting de Wisconsin, il a dit « Vous voyez comme je suis sage ». Il s'est félicité puisque lui-même a reconnu que vraiment il se retenait de critiquer les médias. Et puis ce matin, il a de nouveau attaqué les médias sur Twitter en disant qu'ils étaient en grande partie responsables de la colère dans le pays. Alors évidemment, beaucoup de gens ont des rancœurs contre certains journalistes, certains médias, mais je pense vraiment que depuis la présidence de Donald Trump, eh bien, il y a un autre niveau de colère, comme on dit, et c'est vrai que ça peut devenir dangereux, et ça fait longtemps que des journalistes aux États-Unis préviennent que cette rhétorique enflammée
peut encourager certaines personnes, même si on ne sait rien pour l'instant des suspects, ou des suspects dans cette affaire des colis piégés. Ils ont peut-être pas du tout été influencés par Donald Trump, ça n'a pas forcément de lien, mais en tout cas, cette rhétorique enflammée du président inquiète. D'ailleurs, le président de CNN, Jeff Zucker, a dénoncé une posture de l'administration sur son compte Twitter. Cette posture, justement, de l'administration Trump à l'égard des médias, il l'a dit sur son compte Twitter. Lui aussi pense qu'effectivement, l'atmosphère est délétère. Jean-Luc Brana, c'est vrai qu'on peut faire un lien tout de même entre ce climat extrêmement tendu, ces boucs émissaires. Une fois, c'est les médias. Après, ça va être la fameuse caravane qui, justement, va vers les États-Unis et ces colis. Je ne crois pas, ça n'a absolument rien à voir. D'un côté, la caravane, c'est un acte politique. On a une vraie question qui est la question migratoire, qui est le fonds de commerce de Donald Trump. C'est là-dessus qu'il prospère, c'est là-dessus, s'il doit gagner les midterms, qu'il gagnera. De l'autre côté, c'est une posture de campagne qui date déjà de 2015, puisqu'en réalité, ce climat qui est décrit par Sonia, qui est décrit par John Rick depuis tout à l'heure, c'est un climat que l'on connaît depuis longtemps, qui ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous, juste... Et ça n'attise pas. Non, mais souvenez-vous, au moment de l'élection, quand Donald Trump était donné perdant, on expliquait que ses supporters allaient descendre dans la rue et tout casser. Et c'est d'ailleurs pour ça que la bourse était montée brutalement après sa victoire, parce que justement, le climat allait être apaisé. Hillary Clinton avait perdu, les supporters de Trump resteraient à la maison. Ça veut dire que ce climat de violence, il n'est pas nouveau, on le connaissait déjà. On sait qu'il y a autour de lui, de toute façon, des gens qui peuvent exploser à n'importe quel moment. Mais moi, je n'ai pas entendu Donald Trump donner ce signal-là cette fois-ci, je l'ai entendu beaucoup plus violent pendant la campagne. Depuis, j'entends aussi de l'autre côté, et depuis tout à l'heure, cela se fait, sur les médias notamment comme CNN, la posture qui est prise, qui est moqueuse, qui est systématiquement critique, dans lequel on ne construit pas, contrairement à ce qu'a fait le Washington Post récemment, dans lequel ils ont décidé d'arrêter avec cette posture et d'essayer de l'attaquer politiquement, ce qui n'a rien à voir, c'est-à-dire d'aller sur le fond. Il y a une posture du côté des démocrates aussi. Il y a aussi une posture, et John Rick le disait tout à l'heure, parce que Trump est un bon client. Et avoir Trump sur la première page, c'est la certitude de vendre des journaux, c'est la certitude d'avoir de l'audience devant la télévision. On parlait de la responsabilité des médias. Mais évidemment, il faut bien en parler parce que ça en fait partie. Allez-y, John Rick MacArthur. Et Zucker est notamment hypocrite parce que c'est lui, il a été cité lors d'une conférence de médias en disant que c'est très bon pour les chiffres, c'est excellent, Trump. Donc de dire, oh, voilà, on est menacé par Trump. Et si vous regardez CNN pendant un quart d'heure, vous verrez des injures, des trucs incroyables envoyés contre l'opposition. Bien sûr, Trump le mérite d'une certaine manière, mais les gens qui ont voté pour Trump ne sont pas tous Trump. Il y a 8 millions de gens qui ont voté pour Barack Obama, à peu près, 8 millions, qui ont aussi voté pour Donald Trump. Alors, c'est très compliqué. Et simplement encore, j'encourage vos téléspectateurs de ne pas faire une division simpliste entre nationalistes droite et progressistes gauche représentés par les démocrates. C'est une fausse... c'est une idée complètement fausse. Mais il y a tout de même une radicalisation de part et d'autre, ou pas, John Rick MacArthur? Oui. Aujourd'hui, on le voit. Il y a quand même un populisme qui court les rues. Et il y a toujours eu un côté populiste droite dur aux États-Unis, raciste, nationaliste, antisémite. J'ai vu que le fils de Soros l'a constaté hier, qu'il pense que les attaques de Trump contre son père sont motivées par l'antisémitisme. Donc, ça existe, ça a toujours existé chez nous, mais jamais à un point où moi, je vois, ou moi, ou des gens qui regardent la scène politique de façon un peu plus prudente penseraient qu'on est sur le point d'avoir un renversement de pouvoir presque fasciste. Mais je vous jure, il y a des commentateurs, des gens comme Paul Krugman au New York Times, qui suggèrent sans arrêt, qui constatent presque d'une voix hystérique qu'on est sur le point d'avoir un coup d'État
Ah, ça va très très loin, François de subir un coup d'État. Oui, François Durper, vous êtes d'accord avec cette analyse de John Rick MacArthur, ou est-ce que cette violence, finalement, elle a toujours existé, elle fait partie un peu de la culture américaine? La violence, il y avait cet éditorial de Thomas Friedman qui parlait de la guerre civile, la deuxième guerre civile. La violence, évidemment, elle existe dans la société américaine. Les ce années qui est 60 nouveau, étaient très violents. mais c'était un crime, c'était une violence contre la politique. C'était une violence qui se matérialisait par l'assassinat d'hommes politiques. C'était pas une violence à l'intérieur de la politique, parce que l'œuvre d'art qu'est la Constitution américaine, elle est destinée à quoi? À éviter le conflit, à faire en sorte que les conflits se résolvent par le politique. Et par le c'est une compromis. construction. C'est l'art du compromis. C'est ce que c'est les checks and balances, c'est exactement ça. C'est le fait. Et là, ce qui est absolument nouveau, c'est pas la division de la société américaine. On parlait des guerres culturelles des années 60. Elles étaient là, les divisions de cette Amérique. Mais c'est le fait qu'aujourd'hui, et pas depuis Trump, peut-être un peu plus depuis l'émergence du Tea Party, par exemple, c'est le fait que la division est maintenant à l'intérieur des institutions. C'est-à-dire que quand vous dites Kavanaugh, il est conservateur, on se dit Kavanaugh, il va voter de cette manière-là pendant 30 ans. Alors que la Cour suprême, quand Eisenhower nommait Earl Warren était conservateur, et puis le lendemain, il faisait un vote qui était complètement imprévisible. Donc l'extrémisme politique, pas au sens fasciste du terme, au sens où les républicains votent toujours républicains et les démocrates toujours démocrates. Ils ne votent pas ensemble, c'est ça, Ils ne en votent fait, pas qui a beaucoup ensemble. changé. Et ça, pour le coup, c'est nouveau. Et ce qui est nouveau... C'est d'ailleurs ce que dit John Brennan aujourd'hui, qui a été visé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, quand on disait tout à l'heure, et c'était John Rick MacArthur qui le précisait, pourquoi cette entente entre les républicains et Donald Trump? Et parce que beaucoup de républicains se disent, quand l'écume populiste sera partie, un mandat ou 2 mandats, la lame de fond conservatrice, elle sera toujours là. Vous allez voir dans les mois prochains, ça sera peut-être moins commenté que ce qu'on fait là, le droit à l'avortement. Il ne sera peut-être pas aboli sur l'ensemble du territoire. Il sera peut-être donné à chaque État la décision de l'avortement ou pas, de donner le droit à l'avortement ou pas. Ça, c'est des choses qui sont sur le fond, qui sont importantes et qui, pour le coup, sont parfois obscurcies par l'opposition politique actuelle. Hillary Clinton s'est exprimée juste après, justement, ces fameux colis. Écoutez-la. C'est une période trouble, n'est-ce pas? C'est une période de profonde division. Et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour ramener l'unité du pays. Jean-Ric Brana le dit tout de même, Hillary Clinton. Effectivement, il n'y a plus ces compromis. Même d'ailleurs, les républicains et les démocrates ne travaillent plus vraiment ensemble, alors qu'ils travaillaient ensemble il y a 20 ans. Alors, ce n'est pas la mieux placée pour le dire, puisqu'il y avait quand même, depuis quelques semaines déjà aux États-Unis, un débat sur la civilité et le civisme dans cette campagne. Et Michelle Obama avait appelé tout le monde déjà à beaucoup de calme. Hillary Clinton faisait partie de ceux qui avaient dit que non, il ne fallait pas justement revenir au calme, comme Eric Holder. Donc, les deux pensaient que justement il fallait s'affronter à Donald Trump et qu'il était nécessaire que les démocrates aillent sur un affrontement dur. Aujourd'hui, c'est difficile, je crois qu'elle est assez mal placée pour expliquer qu'il en est autrement, alors qu'on avait dans le camp démocrate des gens qui tendaient la main. Juste un petit mot, je voulais rajouter... Est-ce qu'ils sont responsables aussi, les démocrates, de ce qui se passe aujourd'hui? Ce que Sauf disait si d'ailleurs John Rick MacArthur. Allez-y, John Rick MacArthur. Non, je ne veux pas interrompre mon collègue là. Jean-Ric Brana, alors vous terminez. Non, Oui, je voulais juste revenir après, à l'origine de oui. tous les temps aux États-Unis. Les divisions, quand même, on les a depuis le début. Souvenons-nous, Adams et Jefferson, c'est juste le 2e et le 3e président qui se sont affrontés en tant que fédéralistes et antifédéralistes toute leur vie, à tel point que l'anecdote qu'on raconte aux États-Unis, c'est qu'ils sont morts tous les deux le même jour et que quand l'un était mourant, il a attendu que le premier soit mort pour mourir lui aussi. C'est quand même pas rien comme histoire. John Rick MacArthur, il y a une responsabilité des démocrates. Lorsque Hillary Clinton fait appel à l'unité nationale, ça laisse un goût amer pour beaucoup de gens. Et encore, c'est un peu l'histoire de la réussite de Trump. Il y a 25 ans, 20 ans, oui, les démocrates et les républicains s'entendaient très bien. Ils ont promulgué notamment des accords de libre-échange qui ont mené à une délocalisation énorme d'emplois industriels. Ils ont ensemble fait de la dérégulation du secteur financier
qui encore nous a mené jusqu'à la crise de 2008. Alors, les gens ne sont pas si bêtes que ça. Alors, quand Clinton dit il faut reprendre l'unité nationale et faire des compromis, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est justement cet accord, cette entente cordiale entre les deux partis qui nous a menés jusqu'à Trump. Parce que les petites gens, ils ont ras-le-bol. Ça suffit pour eux. Mais les petites gens ont voté pour Trump, justement. Oui, les démocrates ont perdu par cet désespoir. électorat. Par désespoir. Ils ont été abandonnés par le Parti démocrate, exactement. Sonia Dridi, vous êtes avec nous toujours à Washington. Je voudrais revenir justement au début du sujet, ces colis, ces fameux colis. Est-ce que vous avez eu des réactions à Washington, justement en ce qui concerne les 10 colis qui ont été interceptés ? Bien, alors, on sent déjà un climat assez tendu en général aux États-Unis, et le Washington Post a titré ce matin sur le fait que les bombes qui ont visé les démocrates rendaient les États-Unis nerveux, c'est le mot qu'ils ont employé, et on sent que finalement les élus, notamment les démocrates, haussent le ton. Alors ça fait longtemps en effet qu'il y a ces divisions, mais déjà je pense que ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a moins de civilité entre les deux partis, donc même si ces divisions ne sont pas totalement nouvelles, quand même le climat presque de haine parfois entre républicains et démocrates dans le pays est vraiment, je pense, d'un niveau plus fort que d'habitude. Alors notamment, il y a Adam Schiff, le démocrate, qui a écrit à l'attention de Donald Trump sur Twitter « Nous savons que vous n'avez aucune décence, mais vous n'avez pas honte ». Les chefs démocrates au Congrès qui ont accusé Trump de cautionner la violence, ou encore l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, qui a tweeté « Il faut arrêter de rejeter sur la faute sur les autres et se regarder dans le miroir ». Alors évidemment, ce sont des réactions attendues d'opposants de Donald Trump, mais en général, sur le climat, je pense que moi j'ai parlé à beaucoup d'Américains qui s'inquiètent des divisions de plus en plus fortes entre les deux partis, que ce soit les démocrates ou les républicains. Beaucoup me disent qu'en famille, vu les divisions, il y a presque plus de dialogue possible. Alors beaucoup préfèrent ne plus parler de politique. On est quand même à une époque assez troublante sur le climat politique aux États-Unis, et on sent que finalement la polarisation ne fait qu'augmenter. Les gens des deux partis se parlent de moins en moins, il y a de plus en plus d'insultes, et évidemment tout cela est alimenté par les réseaux sociaux, puisque les politiciens des deux bords veulent faire des clics, des likes, et donc ils se lâchent finalement beaucoup plus que peut-être il y a quelques années. Et les partisans, on sent, sont très passionnés, les partisans des deux bords, et on sent presque que c'est comme s'ils supportaient des équipes de sport. Il y a vraiment une grande passion et une grande colère, et voire méfiance, parfois de haine envers l'autre parti. Donc c'est sûr que c'est un climat assez troublant. François Durper, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Sonia? Tout de même, d'où vient cette espèce de polarisation, parce qu'elle est tout de même assez récente. C'est vrai qu'on parlait vraiment du bipartisme auparavant aux États-Unis, on parlait de cette espèce de consensus, d'ailleurs, qu'a souligné John Rick MacArthur. Ils étaient ensemble, et aujourd'hui on se retrouve... Alors ce ne sont pas seulement des clivages, c'est effectivement une polarisation, c'est-à-dire qu'au sein des différents partis, il y a une polarisation. Il faudrait sans doute le recul pour que l'historien puisse vraiment voir essayer de déterminer les raisons. Mais il y a au moins, Sonia a parlé du champ de bataille numérique. Il y a la révolution numérique est très différente. Maintenant, vous insultez des gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus. C'est très facile. Twitter, là, par exemple, vous envoyez des paquets à des gens, oui, vous les connaissez, ce sont des personnalités, mais vous ne les connaissez pas. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi, je disais tout à l'heure, le Tea Party, avant même Donald Trump, la lutte pour la survie. Vous voyez, regardez, par exemple, dans les propos de Donald Trump, je pourrais dire la même chose d'autres, mais Donald Trump dit le Parti démocrate, il va faire des États-Unis un sanctuaire pour les étrangers, pour la drogue, le gang. C'est qu'il y a l'accusation de ne pas être américain, de ne pas être dans le champ, dans l'espace. Alors que Donald Trump n'est pas constitué comme ça. Donald Trump, il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc., c'est très largement de la posture. Mais il y a une sorte de lutte pour la survie. Et d'ailleurs, c'est pas un problème. Mais c'est pas un problème seulement américain.
vous voyez que ce qu'on est en train de décrire de la société américaine, on pourrait le décrire de la société et de la politique de bien des pays aujourd'hui. Violence et politique, là, c'est, on va dire, l'émission américaine. Demain, vous pouvez avoir une émission sur un autre pays. Vous allez retrouver les mêmes lignes de fracture. Ce qui est intéressant en l'espèce, c'est que là, vous avez une élection bientôt. Les électeurs vont devoir se prononcer. Est-ce que c'est la surprise d'octobre? C'est pas sûr. Vous vous rappelez qu'en vous vous rappelez la dernière élection, on avait dit les surprises d'octobre, c'était le 7 octobre quand il y a eu l'audio de Donald Trump. Pas sûr que les démocrates récupèrent Grab la them by the chambre. pussy. Mais après, on a entendu Hillary Clinton, l'enquête du FBI, et puis c'était ça la surprise d'octobre. Là, la surprise d'octobre, elle n'est peut-être pas hier, elle est peut-être demain. Demain, il y a les chiffres de la croissance, prévision. Est-ce que Bon, ça a va être priori, ils au-dessus seront ou bons. en dessous? A priori, ils seront bons. Mais il peut y avoir la surprise qu'il soit très 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 bon ou un peu plus bas. Donc c'est difficile, là il faudra prendre un petit peu de recul pour savoir si véritablement ça a été le tournant de cette campagne qui est intéressante parce que c'est une campagne qui est plus serrée qu'on ne le pensait il y a quelques mois. Jean-Luc Marcarceau, c'est un tournant tout de même ou pas? Le tournant de cette campagne avec justement ces colis piégés envoyés. Vous me demandez, moi? Oui. Non, je pense que non. Non. On était à égalité là, parce qu'on ne sait pas qui a envoyé les bombes. Alors, et comme mon ami vient de dire, il disait tout à l'heure, il y a déjà des théories de conspiration sur Internet que ça a été, ils ont été envoyés par des démocrates qui cherchent qui sont des agents de provocation. Donc, mais si je peux revenir sur la question d'immigration, c'est un truc très ancien chez nous de jouer contre les immigrants, de menacer les Chinois, les Irlandais, etc. Ça date depuis très très longtemps, des siècles. De la part d'un chef de l'État, vraiment? Bah oui, ça dépend, mais il y a toujours eu cette tendance, et même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le département d'État de Franklin Roosevelt qui a rejeté les Juifs parce qu'on ne voulait pas créer des histoires, des problèmes d'immigration juive. Donc rien de nouveau. Alors que sous le l'Holocauste soleil, était en vous train. écoutez. Il y a rien de nouveau. Mais seulement, ce que je veux dire, c'est pour le petit blanc qui n'arrive plus à gagner sa vie. La menace d'immigration illégale, c'est une vérité de la vie économique. Parce que si un type, un Mexicain, quelqu'un de l'Honduras arrive et il est illégal et il peut travailler pour $3 l'heure ou $4 l'heure, alors que le salaire minimum, c'est 7,50, ça menace beaucoup de gens au point le plus bas de l'échelle économique. Et Trump Donc, l'utilise. ce n'est pas... Et on revient sur Alors, un point. ce n'est pas, je veux dire, c'est pas entièrement symbolique. Et on revient sur un point essentiel. La menace. Poser la question, qu'est-ce qui a changé? Oui. En 1971, 61% des Américains appartenaient à la classe moyenne. Aujourd'hui, moins d'un Américain sur deux appartient à la classe moyenne, avec des salaires élevés et des emplois à forte valeur ajoutée et des salaires très bas, des emplois sous... Donc ça c'est fondamental. Et ça, pour le coup, c'est très américain. Exactement. Parce qu'un pays comme la France, par exemple, vous avez encore plus de la moitié de la population qui appartient à la classe moyenne. Sonia Dridi, est-ce que pour vous, c'est un tournant tout de même, ce qui vient de se passer avec ces colis? Tournant de la campagne. Alors, je ne pense pas qu'on peut parler de tournant. Il y a eu tellement de tournants dernièrement. On a beaucoup parlé de Kavanaugh et ça a été fini aujourd'hui, c'est pratiquement oublié. En effet, concernant ces colis suspects, comme vous le disiez juste avant, certains, il y a déjà des théories de complot qui circulent. Donc certains, les plus à droite du Parti républicain, vont se renforcer dans leurs opinions et les démocrates vont continuer à demander à Donald Trump d'arrêter cette rhétorique enflammée. Mais comme le disait François Durper, je pense que l'économie, c'est vraiment
un point très fort, très important dont il faut parler, puisque ces derniers jours, j'ai rencontré aussi des Américains d'origine hispanique ou des Afro-Américains qui soutiennent Donald Trump, qui étaient à son rallye, par exemple, dans le Texas. Et on sent vraiment que l'économie est très importante pour la plupart des partisans de Donald Trump. En tout cas, c'est ce que ces personnes, des latinos, qui me disaient qu'ils ne voulaient pas non plus d'immigration illégale parce que c'était une question de sécurité, qu'eux étaient rentrés dans le pays de manière légale et que c'est la procédure que tout le monde devait suivre. Donc, il n'y a pas seulement, donc, comme on disait tout à l'heure, le petit blanc qui élit Donald Trump. Il a encore beaucoup de soutien et quand même assez divers quand on se déplace dans le pays. Et je pense que pour ces élections, beaucoup ont parlé de vague bleue. Les démocrates pourront probablement reprendre la Chambre des représentants par le Sénat, mais ce sera une élection beaucoup plus serrée que ce qu'on disait ces derniers mois. Oui. Et malgré cette histoire des colis piégés, je ne pense pas que ça va drastiquement changer les votes. Jean-Éric Brana, donc très peu de changements. A priori, peut-être pas de renversement de la part des démocrates dans 12 jours. Alors, très vite, une conclusion. Ça va aller très vite. Est-ce que c'est fondamental? Non, pour une raison assez simple, c'est que les démocrates cherchent absolument à tout prix un effet qui pourrait renverser la tendance. Ils ont quand même un gros problème, c'est que les deux thèmes qui étaient porteurs pendant cette campagne, c'était l'économie et la santé. Ils ne sont bons ni sur l'un ni sur l'autre. Et on voit que l'effet d'octobre, c'est qu'en réalité, deux autres thèmes viennent d'arriver dans la campagne. La loi et l'ordre d'un côté et l'immigration de l'autre. Et sur ces deux thèmes, Donald Trump est en réalité très fort. Il est revenu à sa campagne de 2016. Ce sont les 4 thèmes qu'il a avancés pendant la campagne et qui sont maintenant devant nous. Merci beaucoup. On n'a plus le temps. De rue en effet politique. Merci beaucoup François Durper, merci Jean-Éric Brana, merci John Rick MacArthur en direct de New York. Merci bien sûr à Sonia Dridi à Washington et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.